Ça vient d'où cette histoire? Mon Logan. Mon Logan, Yes. c'est une histoire assez ancienne au final. Ça a commencé, je ne saurais pas te dire, la première fois que je suis allé en Alaska pour ma part. En fait, ça s'est construit sur plusieurs années. Ça n'a pas été un truc qui est arrivé du jour au lendemain, posé sur sur un plateau comme ça. La première année, je suis allé en Alaska. J'étais allé me balader en voiture. On avait fait un petit road trip et puis on avait vu, avec les copains, on avait vu les belles rivières d'Alaska. Et puis moi, en rentrant, je m'étais dit, en fait, j'aimerais bien faire un voyage en Alaska un peu façon Into the Wild. Et de là, en fait, a commencé à naître l'idée. C'était d'abord juste un trekking en Alaska avec de la rivière. C'est quoi le bruit? Vas-y, continue, Ok. c'est pas grave. Et puis par-dessus ça, après, tu regardes un peu les cartes, tu regardes un peu ce qui se fait autour. Et puis en fait, il arrive qu'il y a le Mont Logan qui est pas très loin. Donc tu dis, j'aimerais bien grimper le Mont Logan et puis descendre la rivière. Et puis après, ce Mont Logan n'est pas très loin de l'océan. Et l'idée, en Pas fait. très loin de l'océan. Ouais, il est loin, c'est vrai. Non, au final, il est loin. Mais en fait, la suite logique, elle était de partir de l'océan, grimper le Mont Logan et puis descendre le Mont Logan jusqu'à l'océan. Et pas faire une boucle, mais une grande traversée de tout le massif entre Yukon Alaska. et Alaska, en passant par les parcs de Kluane et de Wrangell-St. Elias. Et en fait, la ligne était carrément logique parce qu'on partait de l'océan par les glaciers, on grimpait la montagne, et on descendait les glaciers jusqu'à la rivière, et de la rivière, on descendait jusqu'à l'océan. Et alors l'équipe, Et alors l'équipe, ça a été vachement compliqué en fait à monter cette équipe parce que en fait l'idée elle se monte, voilà, ça traverse les esprits, Et c'est toi ou moi? C'est moi. Et ça traverse les esprits, et puis en fait après. Allô mamie? Oui. Oui, ça va? Et en fait au fur et à mesure, il y a des gars qui rentrent dans le projet, puis il y en a qui s'en échappent. C'est-à-dire dans la préparation en fait, parce que c'était assez ambitieux, c'était très ambitieux parce que c'était très long, il y a 660 km en tout la boucle, et c'est voilà, en fait on avait vu des inspirations, on avait vu des Polonais qui avaient déjà fait ça. Tomek Maskiewicz, le gars qui est mort au Nanga Parbat avec Elisabeth Revel, il avait déjà fait ce trip là, mais lui en raquette et en tirant des luges, en grimpant le Mont Logan, sans le skier. Et lui, il n'était pas descendu à l'océan. Il avait descendu une partie de la rivière, il s'était arrêté au premier village. Puis ils étaient montés par l'arête est, mais ils étaient descendus par la voie normale. Oui, voilà. Ils avaient traversé le Mont Logan. Ils n'avaient pas fait, nous, ce qu'on a fait. C'est qu'en fait, nous, on a rajouté une pierre à l'édifice. Voilà, on est parti de l'océan comme eux. Mais on a grimpé l'arête est, on l'a skié. Et puis. Ski, snowboard et monoski. Ouais, voilà, c'est ça. C'était vraiment très varié comme activité. C'était une colonie de vacances multidisciplinaire. et l'arrêt S, c'est quoi un peu comme itinéraire? Vas-y, je te laisse raconter. Et moi je peux juste rajouter peut-être un petit truc. On n'a pas fini de raconter l'équipe après, mais. Mais c'est vas-y, juste continue, que c'est ouais. assez marrant parce que donc du coup l'année dernière on était au Pakistan avec Elias. Voilà, c'est Et ça. puis en descendant de l'expé du Pakistan, il me dit ça te dirait pas de venir au Mont Logan l'année prochaine? Mamie vous embrasse. Ah, un bisou à mamie, alors. Et donc Elias qui me dit ça te dirait pas de venir au Mont Logan l'année prochaine et tout. Là je lui dis mais mec, mais t'es complètement fou, ce que tu veux faire au Logan c'est énorme, c'est monstrueux, je me vois pas là-dedans. Et en fait en prenant un peu de recul, en regardant bien les cartes et en ayant un peu plus de détails sur cet expé, ça m'a donné carrément envie et donc j'étais chaud quoi. J'étais chaud. Toi c'est comment qui t'a proposé Elias? Moi c'était à Noël, juste à côté au Moubar. On buvait un coup et il cherchait désespérément des gens pour se joindre à lui parce que tout le monde lui avait fait des plans depuis 3 ans. Et moi ça faisait quelques années que j'avais l'idée de faire un sommet d'altitude intégralement parce que les expés au Népal, au Pakistan c'est bien, mais tu pars d'un camp de base à 4009 et puis tu fais un sommet, mais donc tu le fais pas intégralement. Moi je voulais partir de la mer et puis faire un sommet et puis potentiellement retourner à la mer. Mais il n'y a pas 50 000 endroits au monde où on peut faire ça. Du coup l'Alaska c'est un des seuls endroits je crois où on peut accéder sans moyen motorisé de l'altitude 0 jusqu'à une altitude assez élevée. Donc ça m'a tout de suite branché et puis l'idée d'associer plusieurs types de glisses comme le snowboard, le ski et le monoski, j'ai trouvé ça super cool. Du coup, on est parti là-dessus, bille en tête, et puis voilà, ça s'est fait comme ça, quoi.
Ouais, l'arête Est pour revenir sur le... Ouais, et donc l'itinéraire de l'arête Est. Alors c'est marrant parce que quand Elias m'a proposé de partir avec lui, moi j'en parle un peu à mes potes et il me dit, un de mes potes notamment qui me dit mais t'es fou, l'arête Est c'est monstrueux sur le Logan. Logan c'est la plus grosse montagne du monde, je sais pas quoi. Je fais ouais bon ok on va voir. Et donc en fait c'est une superbe arête avec un peu de mix au début, mais sinon c'est quand même pas mal de neige. Et elle fait quoi? L'arête en elle-même, elle fait 3008. combien? 3500 mètres. Ça, c'est toi, c'est moi? C'est moi encore. Ouais. 3500 mètres de haut, ouais. 3500 mètres. De la base au sommet. Mais en fait, il y a 4000 ça, mètres c'est pas l'arête, ça c'est le dénive en tout du sommet au pied de l'arête. au pied de l'arête. Et du camp de base au sommet, t'as quasiment 4000 mètres. C'est ça. Parce que le camp de base, il est à 2000 mètres. Voilà. Et le sommet, il est à 5960. 59. 59. Ouais, c'est ça. Et donc vous êtes redescendu à ski, snowboard et... Sur cette arête. Ouais. Bah ouais, moi ce qui me plaisait aussi c'était vraiment de faire cette descente parce que quand on s'intéresse un peu à cette arête, il y a un cheminement logique quoi. Notamment qui finit par un joli couloir qui est orienté sud-est. Et moi ça me branchait vraiment de rider ce couloir. Donc on a pu rider ce couloir, c'était pas des conditions de ouf qu'on a eu parce que c'était béton quoi, c'était glace. On est parti assez tôt pour éviter les chutes de pierre justement et bon bah voilà, si tu pars tôt, ben il y a de la glace. Enfin ça décaille pas quoi. Et puis ouais, on a mis du camp de base, on a mis 9 jours. Donc 6 jours et demi d'ascension et 2 jours et demi de descente. Donc c'était quand même une bonne mission, sachant que sur les 9 jours, on a eu 6 jours de temps moyen, voire mauvais. Donc heureusement, on a trouvé des igloos. On a trouvé un igloo au camp 1 à 3100 que des Canadiens avaient laissé. On en a retrouvé un au camp 2 à 3005, je crois, c'était ça. Et puis après, on s'est dit, c'est quand même pas mal les igloos, on est au sec, on peut bien se reposer et tout. Donc on a recreusé 2 autres igloos à 4002 et puis à 5003. Et ça c'était cool parce qu'on avait pris l'option de se faire bloquer dans la tempête parce que là-bas les conditions météo sont vraiment tumultueuses et du coup notre routeur se plantait un jour sur 2 sur les conditions, donc on n'arrivait pas à avoir de fenêtre météo. D'ailleurs les Canadiens qui étaient sur l'arête avant nous ont fait demi-tour parce que non plus ne voyaient pas de créneau, donc nous on a voulu quand même pousser le truc. Et puis grâce aux igloos, on a pu se faire bloquer 2 fois 2 jours dans la tempête et puis repartir quand il y avait la fenêtre. Et c'est grâce à ça qu'on a pu faire le sommet et redescendre en toute sécurité. Ouais, dans la tente ça aurait été vraiment infernal. Oui, dans la tente ça aurait été chaud. La neige qu'il y avait, On a vraiment eu des conditions météo exécrables quand même. Tout le long. Sur 44 jours d'expé, on a dû avoir 20 jours de mauvais temps, je pense. Et après la suite alors après... Ah non, mais on n'a même pas parlé du début. Ouais, puis c'est Le début, attends, c'est surtout ça qui a été. Il y a eu une partie assez forte au début. Hein. Ouais. Donc on est parti fin avril d'Anchorage, on a volé jusqu'à Yakutat au bord de l'océan Pacifique, un village de pêcheurs là. Là on s'est organisé, on a bien galéré pour trouver un pêcheur qui veuille nous faire traverser la baie avec son bateau pour prendre pied sur le Malaspina glacier. Après moult désagréments, on a réussi à se faire poser au Malaspina Lake. Et là on avait 80 kg de matos chacun, on avait prévu tout tirer sur des poulkas. Sauf qu'il faisait 20 degrés et puis la moraine était complètement sèche, donc impossible de tirer le bordel. Donc on a dû faire des portages. Et là ça nous a mis tout de suite un coup au moral parce qu'on ne pouvait pas porter 80 kg, donc on faisait 2 voyages de 40 kg. On avait prévu de faire 13 km par jour à peu près. Et là on faisait même 15. En fait on avançait de 5 km, on posait la première charge au camp, on revenait à pied 5 km, on reprenait la deuxième charge et on refaisait le même chemin. Et donc en réel sur la carte on faisait 5 km mais en vrai pour les jambes on faisait 15 km et ça a duré 3 jours avant de choper une bande de glace qui nous a ramené vers le milieu du glacier où c'était plus enneigé, où on a pu tirer les poulkas. Donc ça pour le moral c'était vachement dur. Donc dès le premier jour on s'est dit il faut pas qu'on pense global parce qu'on savait que ça allait être très long et ça allait nous miner le moral si on pensait à tout ce qu'on avait à faire après. Du coup on s'est dit on pense pas plus tard que ce soir, donc l'objectif c'est le camp du soir même. Et c'est comme ça qu'on a réussi, en fait on a fait toute l'expé comme ça en pensant juste au soir, au camp où on devait aller quoi. Ça s'est passé comme ça. Au jour le jour. Ouais. Au jour le jour. Et donc c'était une expé dans une mode où aujourd'hui on est dans un truc un peu light and fast.
Nous, on était plutôt à contre-courant dans un style heavy and slow. C'était vraiment ça, donc on a pris notre temps et tout, et puis ça a bien marché. Il y avait une bonne humeur dans le groupe. On a un peu douté au début parce que le glacier était en pas très bonnes conditions, sans parler des bêtes sauvages. Mais finalement, on a réussi à passer ce crux, et puis après, une fois qu'on était sur les hauts plateaux glaciaires du Seaward, pour arriver jusqu'au camp de base, on a pu enfin faire plus de 5 km et on est arrivé jusqu'à 25 bornes par jour quand ça a commencé à dérouler. Ouais. Donc là, ça nous a remis du baume au cœur, et puis on a rejoint le camp de base après une semaine de retard sur le planning initial quand même. Donc on n'a pas pris de pause et on est parti direct sur la montagne, on a enchaîné et puis ça s'est bien passé. Ouais, c'est ça, on avait prévu 8 jours pour le camp de rejoindre base, le camp de base, et ouais. on en a mis 16. On a mis 16 jours. Ouais. On a vraiment, sur la partie montagne, on avait vraiment sous-estimé le glacier, tout ce qui était glacier et météo. Ouais. Sur l'approche, ouais. Sur l'approche. C'est vraiment les trucs à pas prendre à la légère dans ces régions-là. Nous, on était un Les peu glaciers light. sont gigantesques, mais vraiment gigantesques comme on a pu voir nulle part ailleurs en fait. Des fois ils font combien de kilomètres de large, je sais pas. On a mis 3 jours pour traverser. Ouais, le Seaward il fait je sais pas 60, 70, peut-être même plus. Quand on traverse le haut là, du glacier sur le grand plateau. Juste le haut, la traversée c'est Là, 30 km. là on a mis 2 jours et demi. Kilomètres, ouais. Tout plat, tu vas tout droit avec ta poulka, ouais, non, t'avances. ouais, là, si tu le prends dans ce sens, ouais, il est immense. Dans la largeur il faisait combien? Parce que quand on est rentré, tu sais qu'on est arrivé sur le plateau là et qu'on est allé jusqu'au col, de côté on a mis 2 jours et demi pour traverser un glacier. Ouais, donc il devait faire 50 bornes. Pour la largeur. Je pense. De largeur. Donc voilà, gigantesque. Il y a des crevasses gigantesques et en fait on s'est fait avoir au début de l'expé parce qu'en fait on avait regardé les cartes Google Earth, on avait un peu étudié le truc. Et en fait, on avait des bonnes photos aussi. Moi j'avais contacté des photographes qui volaient dans la région et qui nous avaient envoyé des bonnes photos qui nous ont beaucoup servi à naviguer ensuite sur le glacier. Et on avait un atout aussi de poids, c'est que Thomas avait acheté un drone juste avant l'expé, et du coup dès qu'on avait un doute sur le cheminement, comme on avait beaucoup de bartas et que ça nous coûtait beaucoup de faire des détours, à chaque fois qu'on avait un doute, on faisait décoller le drone et puis on prenait des photos comme ça à 500 mètres de hauteur, et on pouvait comme ça voir où on allait. Ouais. Quoi. Ça c'est quand les conditions étaient clémentes. Ouais. Quand les conditions étaient clémentes. Parce que même comme ça on s'est planté en plein milieu du glacier Ouais. quand on allait faire le repérage là. Ouais. Et qu'on a pris une journée entière sur un repérage et qu'on était en fait dans des kilomètres et des kilomètres de crevasses autour de nous. Labyrinthe de glace. Et là on est monté sur un pinacle de glace, sur une tour de glace, et puis on a regardé autour de nous, on a fait mais en fait on passera pas. On passe pas avec les poulkas là. Donc on est redescendu et puis on a essayé rive droite, ça n'a pas marché, au centre ça n'a pas marché. Et on est rentré au coin un peu dépité, et puis on a émis l'idée le lendemain d'aller voir rive gauche, hors du glacier du coup. Et il s'est avéré que c'était le passage clé. Et on a pu réussir à passer, et puis après ça a quand même plus déroulé. Mais le problème c'est que rive gauche il y avait aussi des maus traces d'ours. Ouais, putain, on a vu des traces d'ours comme des pizzas là. Et du coup c'était un peu inquiétant parce que nous on n'y connaît rien en flingue, donc on n'avait pas pris de fusil, en plus c'est lourd, on avait juste des bear spray. Et on se disait face à un ours de 3 mètres de haut, s'il a décidé de t'attaquer, on va pas faire long feu quoi. Putain, ça n'arrête pas. Et après, sinon, la fin, alors, le retour. Et le retour, après la montagne, on est reparti sur le glacier. On a contourné le on est arrivé Logan par le nord. sud. Ouais, c'est ça. Voilà. Attends, mais on n'a pas tout raconté. Si. Bah non, mais après on est pas sur l'équipe, on n'a pas tout raconté. Non, on était 4. Ouais, on est parti à 4. Et le quatrième compère en fait s'est fait mal au dos. Du coup le lendemain du sommet, quand on est redescendu, Il est pas venu, avec nous sur la montagne, il nous a attendu au camp de base et on est reparti après du camp de base. Et là après 8 km son dos le faisait souffrir, donc il avait été évacué sur le glacier. Et Greg, notre quatrième partenaire, c'était le spécialiste de la rivière. C'est-à-dire quand on a monté l'équipe, en fait, on était un peu éclectique, et puis il y avait nous on avait, pour ma part, moi quand j'ai imaginé le projet, pour descendre la rivière en rafting, on a zéro expérience. Pour de vrai, on a zéro expérience, on connaît rien à la rivière, à l'eau vive. Et on a demandé à Greg Douillard, un moniteur de vivre sur le Chamonix, de nous accompagner pour l'expédition, et il était partant et motivé de venir avec nous pour l'expédition. Après, c'était entre parenthèses la possibilité de grimper le sommet, mais en tout cas, faire toute la traversée avec nous sur les glaciers et descendre la rivière, c'est le projet initial. C'était le projet initial. Et en fait, il avait un problème de dos
qui lui a fait subir assez pas mal pendant l'expé au final. Il en a souffert. Et en rentrant du Logan, tous les trois on a passé l'ascension sur le Mont Logan en 9 jours. Et quand on redescend au bout de 9 jours, Greg il avait passé 9 jours déjà au camp de base tout seul. C'était pas facile. Et là il nous dit moi j'ai des symptômes de mon problème de dos qui reviennent. Je suis pas sûr que je vais pouvoir continuer l'expédition dans mon état de santé. Mais il voulait essayer quand même. Donc on est reparti en direction pour contourner le Logan par le nord. Et là c'est au bout de 8 km qu'on est reparti. Donc, en plus ça descendait, donc on les a fait super vite. En 1 heure on les avait torchés. Au bout d'1 heure, il nous dit qu'il peut plus, qu'il faut qu'il arrête. Donc là on a organisé l'évacuation de Greg. Ça a été assez rapide au final. Ça a pris 24 heures quand même. Ouais, mais oui, bon. c'est rapide. C'est vrai que c'est rapide là-bas. Finalement, c'est rapide. C'est rapide. Voilà, on a contacté. Moi, j'ai contacté les gars du parc national parce qu'on était dans un parc national, donc du parc du Cloani. Ils m'ont demandé si c'était une urgence vitale. C'était pas une urgence vitale. Ils pouvaient rester encore avec nous un petit peu, mais on pouvait plus se déplacer. En tout cas, on était bloqués. Et c'est là où j'ai contacté une agence de fret aérien, de charter. Un avion qui vient poser normalement les alpinistes au pied de la montagne. Et donc ils sont venus récupérer Greg à ce moment-là. Et nous on a continué. Pendant combien de temps? Et à peu près une semaine. 10 jours. 10 jours. Ah 10 jours, ouais c'était ça. On a fait à peu près une semaine de glacier avec les pots de phoque. 5 jours je crois. 5 jours. 5 jours à pots de phoque sur les glaciers en descendant les glaciers jusqu'au bout, jusqu'à la glace maximum. Et là on avançait bien d'ailleurs. Il y a eu des jours quand même un peu compliqués avec la neige, mais avec des jours, neige humide. La neige super humide où on passe au travers, on s'enfonce jusque là avec les skis. C'est de l'eau imbibée jusqu'en profondeur, mais sur super profond quoi. C'était assez impressionnant. Et après on arrivait et là il y avait un autre crux de l'expédition, c'était les moraines, les 40 moraines de fin de glacier, 60 km. 60 km. En tout voilà 60 km de moraines. Et là on a mis 4 jours. Ouais, pour rejoindre la dépose parce que en fait vu qu'on était des newbies en rivière, on avait préféré descendre la rivière en rafting et qu'un rafting on ne pouvait pas l'emmener avec nous pendant l'expédition, c'est trop lourd et on avait besoin d'un support, donc d'une assistance, et cette assistance a été un avion qui est venu poser pour les 12 derniers jours envisagés. Pour les 12 derniers jours de rivière, cet avion est venu nous poser à l'arrivée à Huber's Landing, un rafting avec de la nourriture. Alors peut-être qu'on a pu faire sans, mais non, ça aurait été impossible. On était trop lourd. Et donc en fait on a eu ces 60 km de moraine qui ont été juste l'enfer. C'était dur parce que du coup les moraines à traverser c'est quand même pas très fun, surtout quand il n'y a pas de chemin et avec des gros sacs à dos. Là on avait encore des sacs de peut-être 30 kg à ce moment-là. 35 kg. Voilà. Donc on se mettait des grosses journées à avancer dans les moraines, à traverser les rivières parce que forcément sur les glaciers il y a des rivières. Des grosses rivières. Des grosses rivières. Avec la charge sur le dos. Avec la charge sur le dos, ouais. C'était l'enfer. Et puis au bout de 4 jours, on a enfin rejoint la fin du glacier où il y a un petit airstrip, un petit terreau d'avion avec une petite cabane. Et du coup, on a rattrapé tout notre retard. On avait prévu avant sur le calendrier d'arriver le 2 juin à Huber's Landing et de se faire livrer le bateau. Au final, on est arrivé le 2 dans l'après-midi. Donc on a rattrapé tout notre retard. L'avion n'était pas dispo l'après-midi, donc c'est le 3 au matin que l'avion s'est posé et nous a déposé le rafting et la nourriture. En parallèle de ça, on était en contact avec l'agence qui nous envoyait les rafts et donc du coup la meuf qui s'occupait de ça, elle nous envoie un texto en nous disant les gars, j'ai appris que Greg, votre guide de rivière, venait pas avec vous. Je veux vous mettre en garde parce que les rivières autour de McCarthy, c'est la petite ville d'où elle nous écrivait, sont très grosses pour la saison et furieuses. Alors moi je reçois ça, moi je reçois ça, j'en parle au gars et je commence à cogiter, je me dis putain, vas-y, Greg il est plus là, on connaît rien en rivière, on a zéro expérience sur des bateaux où on n'a pas mis les pieds. C'est des rivières qui sont immenses avec des volumes d'eau considérables. Et en plus,
c'est grand pour la saison et c'est furieux. Ok. Et donc là, moi je commençais à être vraiment fatigué, bien claqué après 37 jours. Et donc du coup c'est à ce moment-là que j'ai dit aux gars que j'arrêtais là, que je faisais pas la rivière avec eux. Que pour moi, mon expérience avait été complète et que ça me suffisait. J'avais pas besoin d'aller plus loin. Me lancer plus de défis que ça, quoi. J'en avais assez relevé dans notre aventure déjà, donc à ce moment-là je me suis arrêté. Et donc là, l'avion de WMA arrive avec les rafts, on décharge tout le matos et moi je m'en vais avec l'avion. T'as une issue trop facile. Il n'y aurait pas eu l'avion, t'aurais pas pu faire du tour. Mais là il y avait l'option, quoi. Il y avait la sortie parfaite pour éviter encore 10 jours de galère. Nous avec Marchès, j'ai été tenté, quoi. On t'a regardé avec Marchès, on était très déçus parce que... Vous avez rien dit quand je vous ai dit que j'arrêtais? Ben non, parce qu'on sait comment tu es et t'es assez têtu. Si t'as pris une décision aussi importante, on savait très bien peu importe l'argument, on t'aurait pas fait changer d'avis. On t'aurait pas fait changer d'avis. Non, mais je m'attendais pas à ce que vous soyez motus comme ça. Non, ben après t'as bien vu que ça nous embêtait, mais 15-20 minutes avant qu'on reparle derrière, quoi. Ouais, mais enfin, moi je comprenais l'état dans lequel tu pouvais être et j'acceptais. Vous étiez fatigué ça. aussi de toute façon. On était exténués aussi, de toute façon. Ça faisait 2 jours que tu parlais plus. Donc quand t'as pris cette décision, on pouvait pas faire autrement que une grosse journée sur les mois. Quand on arrive au lac et tout, c'était cool là. Ouais, là c'était cool, ouais. On était à 2 jours, ouais. Mais donc, tu alors réfléchissais après... ça, je pense. Ça fait 2 jours que tu réfléchissais à peu près, non? Peut-être. Mais non, c'est vraiment quand j'ai reçu le texto de Ah ouais. Et donc Thomas est reparti et nous aussi, de notre côté. On a mis le bateau à l'eau et puis avec Elias, on a navigué. Le premier jour, c'était que l'après-midi, on a navigué 2 heures, on a trouvé une super péninsule, on s'est posé, Et là en fait c'était les vacances, quoi. Non mais alors il y avait un truc quand même. Nous, on avait la trouille quand même. Je me souviens quand on arrivait tous les 3 au bord de la rivière là. On a vu le débit du truc. On a vu le débit de la rivière, c'était hallucinant en fait. Ouais. Pas forcément des rapides mais des torrents, un torrent, mais hyper fort avec de l'eau qui coule. Mais c'est l'équivalent du débit du Rhône qui sort du glacier. Et ça jetait l'eau comme ça, regardez, on fait. Oh. Ouais, et moi je suis arrivé là et je fais ok. Ça va, moi je m'en vais demain. Et nous on a regardé ça et je pense qu'on n'a pas dit grand chose. On était là, on disait ah ouais, non mais là est-ce qu'on est con ou pas? Mais après il y avait un truc, c'était une question quand même. On s'était engagé sur les montagnes. On s'était fait chier pendant 37 jours là sur les montagnes, dans les crevasses, dans la météo, avec des risques d'avalanche, des risques de tout ce que tu veux, tu vois. On avait franchi tous les risques du monde, de l'alpinisme en fait. Et des ours. Et les ours, et puis de l'engagement, vraiment un gros engagement. On est allé très loin dans l'engagement. Je pense qu'on était dans une autre sphère, tu vois. Et là, pour les 8 derniers jours, se dire, on n'essaye pas. Il y avait quand même un truc, ouais, on avait envie d'essayer quand même. Enfin, moi, personnellement, j'avais profondément envie d'essayer et de me dire que, même si on le... Moi personnellement, quand Thomas t'a dit que t'arrêtais, je me suis posé la question, je me suis dit bon, comment je suis, comment je me sens, est-ce que je suis lucide et tout. Alors ouais, je suis exténué, j'en peux plus machin, mais je suis pas blessé, je suis encore capable de penser à peu près normalement. Bah allez, let's go quoi, on y va, on a dit qu'on faisait le plan, on s'en tient au plan et on continue. Et puis voilà, je pense qu'on a bien fait. Après ça aurait très bien pu très mal tourner aussi. C'est pas le truc, mais bon là pour l'instant on était encore engagé dans notre truc, toujours dans notre mode, alors certes bien plus engagé que ce qu'on ferait par ici, mais on a voulu y aller et puis on a eu raison. Et c'est passé comment alors cette descente? Et bah finalement c'était relax, moi j'ai trouvé. C'était la partie la plus facile. C'était la partie la plus facile de l'expérience. Alors on était pas tendu mais hyper concentré parce qu'on savait pas à quoi s'attendre et on n'a pas d'expérience, donc chaque jour c'était un nouveau challenge. Mais Greg nous avait bien briefé sur les endroits, sur les points clés de la rivière. Donc à chaque fois qu'on arrivait sur un de ces points, on se mobilisait, on se motivait, on disait allez. Puis à chaque fois on passait le truc, on disait ok, un de moins, là c'est tranquille. Et puis on arrivait en bas du dernier rapide, là à Mice Lake. Et puis on s'est regardé, on s'est dit bon cool, ça y est quoi. Finalement c'était pas pire. Le truc le plus chiant finalement c'était... dans ces grosses vallées là-bas, l'après-midi, il y a des thermiques qui se mettent en place, qui remontent toute la rivière, et il y a des bancs de sable en fait au bord de l'eau. Et du coup, ce vent attrape les bancs de sable et on se retrouve avec un vent de face qui peut être assez fort.
et rempli de sable. Donc on est dans une mini tempête et des fois on s'est retrouvé à pagayer dans des rapides dans le sens de la descente et en fait on faisait du surplace. Et ça c'est assez difficile à encaisser, là t'en peux plus, tu bourrines et en fait tu te rends compte que t'avances pas. Donc là t'as pas le choix, tu vas au bord du truc, tu sors le bateau et tu vas faire la sieste dans la forêt et puis tu réessayes plus tard quand le vent se calme parce que tu peux pas avancer en fait à cause de ces putains de thermiques. Ouais. Après, il fallait se méfier des arbres aussi. Ouais, après comme c'est la période de la débâcle au printemps, bah, le débit est bien gonflé. Donc forcément le cours d'eau sort de son lit et des fois il part un peu dans la forêt. Donc si tu et c'est des dizaines de bras sur ces grandes vallées là. Du coup le truc le plus dur c'est de garder le mainstream, le plus grand courant. Et un coup on s'est fait avoir, on a suivi le mauvais bras et on s'est retrouvé dans un bras qui partait dans une forêt inondée. Et donc là ça aurait pu être chaud parce qu'il y avait des arbres en travers avec le courant qui nous poussait vers ces arbres. Et là si tu te fais coincer le bateau à ce moment-là, ça peut devenir dramatique. Donc on s'est fait avoir, on a vu les arbres couchés qui bloquaient la rivière. Heureusement on a réussi à se mettre sur un banc de sable au moment voulu. On a retiré le bateau, on est passé entre 3 arbres et on a repris le mainstream un peu plus tard. Mais ça, il faut faire super gaffe. Et c'est clairement un truc qui découle du fait qu'on était inexpérimenté en rivière en fait. Sinon, si on avait été avec Greg, on se serait jamais retrouvé dans cette situation. Donc là on s'est dit ok, là on a déconné, maintenant on fait gaffe quoi. Et puis après le reste a beaucoup mieux roulé finalement. Ouais. Hein. Et on est arrivé au bout de 44 jours à un endroit qui s'appelle Flag Point. C'est à l'entrée du delta de la Chitina River, où il y a un pont qui traverse. Comment ? Copper River, pardon. Et là il y a un débarcadère parce que c'est quand même une rivière qui se fait pas mal pour dans le tourisme d'eau vive dans la région. Et on s'est débarqué là, c'était hyper glauque avec une antenne téléphonique, un groupe électrogène, il pleuvait, on était trempés. Et du coup on avait prévu de recamper là et le lendemain un taxi venait nous chercher pour nous ramener à la ville de Cordova. Et puis finalement à 19h on a craqué, on a appelé le taxi, il est venu nous chercher direct et le soir même on était à l'hôtel en train de prendre une méga douche et boire des bières. Donc voilà, ça s'est terminé comme ça. Ouais, un peu en queue de poisson. Un peu en queue de poisson finalement. Parce qu'en fait, tu vois cet endroit Flag Point, tu l'idéalises depuis 40 jours, c'est l'endroit où tu es censé retrouver la civilisation. Du coup, tu imagines un peu plein de trucs avec des prés verts, des licornes qui courent partout, des femmes nues et tout. Et puis en fait, t'arrives, il pleut, c'est glauque, il y a de la caillasse de partout. Donc c'est un peu, on est tombé de haut à ce moment-là. Et puis on est rentré à la ville et puis c'était bien. Bilan XP de ouf. Moi, je regarde un souvenir de dingue et j'ai trop envie de repartir à l'aventure là. C'est quoi la suite ? Ouais, là c'était vraiment l'aventure au plus profond du deep wild de l'Alaska quoi. Ouais. Où tu te sens vraiment tout petit rien que par rapport aux perspectives, les glaciers, les montagnes, tout est surdimensionné, la nature, le truc. Et quand tu te retrouves là-dedans, bah, au début t'as un peu peur et puis après tu t'acclimates et en fait tu te transformes, tu deviens un peu animal quoi. Et là t'appréhendes beaucoup plus le milieu et tu lâches complètement prise et tu deviens la nature quoi. Donc c'est un bon retour aux sources, ça fait vraiment du bien. Et puis ouais, bah, je re-signe direct quoi. Pour la prochaine. Ouais, moi je pense que c'est la plus belle XP dans ce style-là, parce qu'il y a plein de styles différents. Hein. Là c'est vraiment l'XP aventure. Ouais, l'XP aventure un peu, ou avec multidisciplinaire, avec du ski, de l'alpinisme, de la rivière. Enfin, vraiment un mélange de tout. On était sur le chalutier du pêcheur pour aller au Malaspina avec des rencontres improbables et vraiment Il n'y a pas beaucoup de rencontres quand même. Non mais pas beaucoup de rencontres, mais au final pour moi c'est avant et après la plus belle, par la nature, pour la beauté des paysages, par l'expérience humaine qu'on a vécue. Ouais, c'était incroyable, la plus belle. Dans ce style-là, je dirais la plus belle. Ouais, c'est clair. On a pris vraiment plein la vue, je pense. Des paysages que tu peux pas imaginer quoi. Ouais, c'est ça. C'est un truc de fou. Chaque montagne c'est son propre massif quoi. Ouais, c'est comme si le Logan allez peut-être pas autant mais c'est presque la taille du massif du Mont Blanc. Et ça c'est une montagne. Et t'en as des dizaines autour quoi. Et c'est traversé par des grosses vallées glaciaires monstrueux quoi. Et bah, c'est une des plus grosses ressources d'eau douce hors calotte, hors pôle du monde quoi, cette région. C'est un truc incroyable. On peut pas s'imaginer des tailles aussi gigantesques si on n'est pas allé voir quoi. Parce qu'on avait quand même été en Himalaya, dans d'autres endroits où on avait vu des gros glaciers, des grosses montagnes.
Mais moi j'ai trouvé que là c'était encore autre chose, quoi. C'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus étendu. La puissance des glaciers, éléments, la puissance des montagnes. C'était incroyable. Tu te fais tout petit et ça fait du bien, quoi. Tu te remets à ta place. C'est une bonne preuve d'humilité. Donc voilà.